80 ans, Mohamed Ali aurait fêté ses 80 ans cette semaine. Légende du sport, de la boxe, mais aussi une icône. Il est au cœur de notre séquence C'était il y a. On va en parler avec vous, Serge Radermacher. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et commentateur boxe pour Vous Sport. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de revenir sur quelques-unes des déclarations fortes de Mohamed Ali. Et regardez, elles reflètent assez bien sa personnalité. I am the greatest. Float like a butterfly, sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey! You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. Il ne fallait clairement pas trop s'y frotter. Il s'était d'ailleurs donné lui-même un surnom, The Greatest. Il avait une personnalité assez forte, une confiance en lui plutôt impressionnante. Une verve, une faconde incroyable, et c'est évidemment du jamais vu à l'époque. Là, on est dans les années 60, donc le sport est assez lisse. On a rarement vu un boxeur ou un sportif en général capable de se vendre de cette manière-là. Donc, c'est déjà une première révolution dans le sport à l'époque, et c'est comme ça aussi qu'il acquiert cette, on va dire, cette personnalité, cette popularité en tout cas. Aujourd'hui, on pourrait même l'appeler The GOAT, The Greatest of All Time. C'est un peu un mot utilisé de plus en plus souvent. Alors, comment on décrirait son style de jeu à Mohamed Ali? Alors là aussi, c'est une révolution parce qu'il arrive chez les poids lourds. Donc, c'est plutôt des monolithes. Hein, c'est des boxeurs forts, mais qui ne se déplacent pas beaucoup sur un ring, qui cognent très fort, mais qui sont assez bruts. Lui, il vient sur la pointe des pieds, il se met à danser autour de son adversaire. Il n'a pas de garde. Là aussi, c'est du jamais vu à l'époque. Enfin, pas en tout cas chez les poids lourds. Il boxe comme un poids léger chez les poids lourds, et c'est un petit peu une panthère qui affronte des pachydermes. Donc là aussi, c'est une véritable révolution. Il vole comme un papillon. Oui, il pique comme une abeille. Alors, à côté de justement son style de jeu, il y avait aussi le trash talking qui est vraiment entré dans les mœurs par lui. Donc le trash talking, c'est des petites piques verbales envers ses adversaires. Il s'est inspiré un petit peu du catch, hein, qui n'est pas vraiment un sport, qui est plutôt un spectacle. Et il a vraiment amené ça en étant d'abord sûr de lui. Et puis il a cette qualité aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir se vendre. Sa grande spécialité, c'était de dire aux journalistes, je vais mettre mon adversaire KO au premier, deuxième ou troisième round. Et là, c'était le choc un petit peu pour tout le monde. Ça lui a aussi valu quelques inimitiés, parce que tout le monde n'appréciait pas évidemment cette personnalité absolument incroyable. Une personnalité forte, hein. Pour rappel, Mohamed Ali, il ne s'est pas toujours appelé Mohamed Ali. D'abord, c'était Cassius Clay, mais il décide de se convertir à l'islam. Oui. Et ce changement de nom, il est religieux, mais pas seulement, il est aussi politique. C'est religieux, mais lié aussi à la Nation of Islam, donc la nation de l'islam. Il faut remettre aussi dans le contexte, on est dans les années 60, il y a encore une ségrégation raciale aux États-Unis, surtout dans les États du Sud, et lui vient du Kentucky, un État du Sud. Donc voilà, il veut se battre contre ça parce que les gens de couleur sont considérés un petit peu comme des citoyens de seconde zone. Donc il est attiré par la Nation of Islam. Voilà, c'est pas vraiment l'islam traditionnel, hein, c'est vraiment un mouvement particulier. C'est le mouvement radical. Il y avait Martin Luther King d'un côté, Malcolm X, et il était un grand admirateur de Malcolm X. Hein, c'est un petit peu son modèle à la fois politique et religieux, donc il est attiré vers là, et là aussi ça lui a valu énormément de problèmes. Et donc au niveau de son combat politique, il a aussi refusé d'aller combattre au Vietnam, ce qui lui a valu quand même des soucis, hein, et donc je vous propose de réécouter ce qu'il disait à l'époque, pourquoi est-ce qu'il refusait d'aller combattre au Vietnam. Je vous écoutez cet extrait. Other so-called Negroes go 10,000 miles away from home here in America to drop bombs and bullets on other innocent brown people who's never bothered us. And I will say directly, no, I will not go. Mohamed Ali qui avait donc une opinion bien tranchée, hein, sur cette guerre au Vietnam. Son refus d'y participer lui coûtera cher aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a favorisé ses idées politiques à la boxe? En tout cas, il est rentré aussi dans la légende pour ça. Il est objecteur de conscience, refuse d'aller au Vietnam. Ça lui coûte devant les tribunaux. D'abord, on suspend sa licence de boxeur, on lui enlève ses titres. Il est condamné à la prison qui ne fera pas parce qu'il y a un long combat judiciaire qui va jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Mais il est privé de 3 ans. D'abord, c'est son métier, donc il n'y a pas de revenus pendant 3 ans. Et puis, on lui prive aussi des 3 plus belles années, sans doute, de sa carrière. Il a 26 ans. Il reprendra maintenant, on le sait. Après, ça a bien fonctionné pour lui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, il a eu un titre. Jusque-là, il avait eu un seul titre de champion du monde. Oui, il était
le champion du monde et il est obligé de l'abandonner, pas sur le ring, mais devant les tribunaux. Donc là, c'est un choix fort. Il aurait pu être discret et finalement pouvoir continuer sa carrière. Non, il a maintenu ses positions, ses convictions jusqu'au bout et c'est pour ça qu'il est respecté encore aujourd'hui. Et il revient 3-4 ans plus tard. C'est en 1970, donc c'est 3 ans et demi. Voilà, et donc là, on assiste au combat du siècle, oui. Si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que l'affiche est vendue. C'est Ali versus Joe Frazier au Madison Square Garden. C'était dans la salle mythique de New York. C'est le temple de la boxe. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le combat du siècle ? Bon, il y en a eu plusieurs des combats du siècle, mais celui-là est particulier parce qu'il y a une conjoncture extraordinaire. Ali n'a pas perdu son titre sur le ring, donc on peut dire qu'il est encore champion du monde. Il est invaincu, Frazier l'a remplacé. Et puis il y a 2 personnalités différentes. Il est virevoltant, il a de la faconte, Ali, alors que Frazier, c'est plutôt un besogneux, mais vraiment un cogneur besogneux, qui est assez discret dans la vie. Donc, il y a aussi une opposition de style, de personnalité, et puis tout le gratin, évidemment, des stars américaines est là, avec notamment Frank Sinatra, qui est au bord du ring avec un appareil photo, parce qu'il est accrédité par le Life Magazine, qui est un magazine à grand tirage, et il fait la photo de la couverture de ce magazine. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est un moment extraordinaire. Et finalement, Ali perd. Ali perd parce qu'il est encore rouillé, 3 ans sans boxer, il n'était pas encore prêt, voilà, il était encore un petit peu rouillé, sa boxe est rouillée, mais il battra Frazier 2 fois par la suite. Ouais, et donc il a eu plusieurs défaites comme ça de suite avant peut-être de revenir dans le Rumble of the Jungle. C'est un autre combat marquant pour Mohamed Ali. Oui. Ça se passe à Kinshasa, au Zaïre à l'époque, face à George Foreman. Pour rappel, The Rumble in the Jungle, ça se traduit par la bagarre dans la jungle. On aurait pu appeler ça finalement aussi combat du siècle. Oui, mais le contexte est différent. Donc Rumble in the Jungle, c'est parfait parce qu'un combat à Kinshasa à l'époque, bon, il y a l'ombre de Mobutu qui plane, l'atmosphère est complètement dingue parce que c'est Mobutu qui finance le combat. On dirait aujourd'hui du soft power parce qu'il voulait que le pays ait une reconnaissance internationale. Il voulait unifier aussi le Zaïre derrière lui. Donc il offre ce combat, c'est quand même plusieurs millions de dollars. Et puis il y a aussi Don King, c'est ce promoteur à la chevelure hirsute qui est un petit peu le côté mafieux de la boxe. Puis il y a Ali, considéré en fin de carrière. Donc on lui donne absolument aucune chance face à Foreman qui est invaincu, qui a mis presque tout le monde KO, dont Joe Frazier. Et finalement, il parvient à faire une surprise incroyable dans un combat qui... Victoire par KO. Victoire par KO, mais il donne presque pas de coups. Il les encaisse pendant 7 reprises parce qu'il laisse finalement Foreman se fatiguer, s'épuiser. Mais il faut être costaud mentalement pour pouvoir encaisser les coups. Et puis il sort une série, notamment une droite, qui envoie Foreman. Et là, il crée une surprise absolument incroyable. C'est pour moi peut-être le plus grand moment de l'histoire du sport. Mais là, Mohamed Ali revient sur le toit du monde de la boxe, on peut le dire. Alors, et puis ensuite, il y a eu son dernier combat contre la maladie de Parkinson. Le monde entier découvrira sa maladie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était en 1996. Regardez ces images, si on veut bien les passer. Il était le tout dernier porteur de la flamme olympique avant l'allumage de la vasque. Ici, son ambition était clairement d'assumer sa maladie et peut-être de favoriser la recherche par ce biais-là. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, il faudrait presque une heure pour expliquer. Il devient un personnage consensuel grâce à ça, parce qu'il est quand même très controversé, il ne faut pas oublier, il a des opinions politiques qui dérangent. Là, il est devant le monde entier et finalement tout le monde l'accepte. Alors on parle de Parkinson, c'est surtout sa famille qui, pour protéger son image, a parlé de Parkinson, mais il faut aussi parler d'encéphalopathie chronique. Parce qu'il a payé un peu les coups. Voilà, il boxe jusqu'à 39 ans. Et après le combat du Zaïre, il y a encore le combat face à Frazier à Manille. Là, on voit qu'il est diminué. Il est sans doute malade déjà dans les dernières années de sa carrière. Ses 2 derniers combats sont pathétiques, vraiment. Donc voilà, c'était aussi son côté vaniteux parce qu'il avait des défauts aussi. Il était touché par la grâce. Il pensait qu'il pouvait vaincre le temps et l'usure du temps. Et donc c'est sans doute aussi le résultat des coups qu'il a pris pendant sa carrière. Peut-être une dernière question avant de clôturer cette séquence. Que reste-t-il finalement aujourd'hui de Mohamed Ali dans les clubs de sport? Est-ce qu'il y a une génération Mohamed Ali Mais quand on parle de boxe, on doit parler de Mohamed Ali. Moi, je vais reprendre une de ses nombreuses punchlines. Il a dit un jour après un combat, je suis comme l'oxygène, je suis partout dans le monde. Et je pense que 6 ans après sa mort, c'est encore le cas parce qu'on en parle dans un JT. Donc ça, je trouve ça magnifique de pouvoir prolonger la mémoire de cette personnalité incroyable. Eh bien, merci beaucoup Serge Radermacher pour toutes vos explications et merci d'être venu avec nous sur cet anniversaire. Je voudrais aussi remercier Delphine Dubois, notre archiviste, pour son aide dans la préparation de cette séquence.